Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Et en ce jour, nous lançons une toute nouvelle chronique sur la chaîne Trombinoscope qui aura pour intérêt de vous présenter des personnages d'ici. Alors, la sélection des personnages se fera de manière complètement aléatoire. Il n'y aura pas d'ordre logique ou spécifique. C'est-à-dire qu'on pourra parler aussi bien d'un super vilain comme Brainiac que d'un personnage ultra secondaire comme, je sais pas moi, Jimmy Olsen. Lois Lane ou bien évidemment Superman, Batman, Catwoman, etc. Voilà. Le but c'est de faire ça de manière complètement random, complètement aléatoire pour un peu plus de surprise et puis pour cibler également des personnages qui sont rarement mis sous les projecteurs. Voilà. Chaque personnage aura donc droit à sa petite vidéo plus ou moins longue finalement. Ça dépendra de l'intérêt et de l'importance du personnage bien évidemment. Et vidéos qui seront composées en 4 parties bien distinctes. Il y aura une première partie avec un rapide rappel d'historique de publication concernant le personnage. Donc ça sera une partie montée, j'imagine, avec des images, un petit peu de musique derrière, comme ce que je faisais sur les magnétoscopes. Deuxième partie de la vidéo consistera en l'établissement d'une sorte de fiche d'identité concernant ce personnage. Donc ses super pouvoirs, ses faiblesses, son ennemi principal, son plus grand amour, sa véritable identité, etc. etc. Voilà, une fiche d'identité, une fiche de héros. La troisième partie, ce sera une partie facecam de vous à moi, dans laquelle je vous présenterai des lectures, des animés, des films, pourquoi pas, toujours gravitant autour du personnage présenté dans le dit trombinoscope. Et la quatrième partie de la vidéo sera probablement la plus intéressante, puisqu'elle me permettra de communiquer avec vous, puisqu'il s'agira du classement. Voilà, le classement des personnages d'ici sur Oz Comics, et ce classement, c'est ensemble que nous allons l'ériger. C'est-à-dire que à chaque fin de trombinoscope, je dirai où je situe le personnage, alors c'est bien évidemment, c'est ultra subjectif, où je situe le personnage dans le classement, et vous, dans les commentaires, vous aurez jusqu'au prochain trombinoscope, celui d'après, pour classer les personnages. Et je ferai une synthèse, une moyenne de tout ce que vous me direz, et donc du coup ça permettra d'établir un classement propre à cette chaîne concernant les personnages DC Comics. Alors j'imagine bien que les deux premiers seront Batman et le Joker, hein, ou peut-être même Harley Quinn, je me fais pas de... Voilà, Après, vous pouvez me surprendre, mais j'imagine que ça sera ça. Donc du coup, dans un souci de... Comment dire, de suspense, entre guillemets, la sélection des personnages se fera de manière complètement aléatoire, comme j'expliquais. Je pense commencer par Superman, parce que pour moi, c'est le premier. Donc du coup, je préfère que ce soit lui qui ouvre le bal, pardon, comme il l'a toujours fait. Et puis en deuxième, je pense pas mettre Batman. Ce sera un personnage beaucoup moins prévisible, j'imagine. Voilà. Afin de garder une espèce de suspense dans le classement, sinon c'est pas marrant. Voilà, en guise d'introduction de cette longue chronique à venir, qui va remplacer les magnétoscopes, comme vous l'avez compris, eh bien je voulais réupload une ancienne vidéo que j'avais faite sur ma première chaîne, l'Alternative, qui consiste à vous représenter brièvement l'historique des comic books de super-héros aux États-Unis. Vous savez que l'histoire des super-héros aux États-Unis, elle a été fragmentée, segmentée en plusieurs ères, plusieurs âges. Il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, avec chacun leur propre contexte éditoriaux, leur propre contexte et enjeux politiques, ce qui fait que les comics qu'on lisait dans les années 70 n'ont rien à voir avec les comics qu'on lit maintenant, etc., etc. Et donc du coup, je voulais resituer tout ça, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de remonter la vidéo en question, de ne pas la refaire parce que ça me demande beaucoup de temps, donc au moins de la remonter proprement et de la re-upload sur cette chaîne. Ça sera donc le trombinoscope numéro 0, voilà, c'est l'introduction à la chronique, et dès l'épisode numéro 1, on pourra cibler les personnages sélectionnés de manière aléatoire. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, la partie commentaire est là pour ça. Et bien c'est parti, nous commençons donc cet épisode trombinoscope numéro 0 avec l'histoire des comic books américains. Tout commence avec, dès la fin du 19e siècle, l'apparition dans certains journaux d'époque américains de petits dessins découpés en cases successives. Il s'agit là de quelques cases qui suivent. C'est généralement en noir et blanc, parfois c'est colorisé. Et c'est toujours des dessins qui nous mettent en scène des situations cocasses, c'est des scénettes humoristiques, des comics. Ça va d'ailleurs prendre le nom de comic strips. Et ces comic strips,
ils vont réussir à eux seuls à fidéliser un certain public, un certain lectorat pour les journaux en question dans lesquels ils sont publiés. Bref, ils vont rencontrer un certain succès. Petit à petit, une sorte de mode va donc s'installer dans les magazines américains. Et cette première période d'intérêt pour les prémices de la bande dessinée américaine, qui va s'étaler donc de la fin du 19e siècle jusqu'à 1938, très logiquement, on va appeler ça l'âge de platine. En 1933, un certain monsieur Max Gaines va lui carrément décider de créer un format de livre destiné uniquement à regrouper tous ces comic strips, et donc très logiquement ça va s'appeler un comic book. Donc forcément, ça va marquer l'émergence de plusieurs maisons d'édition qui vont essayer de s'emparer du marché, et notamment l'une d'entre elles, fondée par le major Malcolm Wheeler Nicholson en 1935, qui va s'appeler National Allied Publications et qui va devenir plus tard DC Comics. Et c'est sous cette maison d'édition que sortiront un peu plus tard des titres comme Detective Comics ou encore Action Comics, des titres qui vont contribuer à faire entrer le comic book américain dans la légende grâce à la création du premier super-héros. Cela marquera donc les débuts de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'âge d'or. Lorsque le premier numéro d'Action Comics sort en 1938, cela va carrément révolutionner l'industrie de la bande dessinée américaine en inventant carrément un genre qui est toujours exploité à ce jour, le genre super-héroïque, qui est donc né avec la création de Superman par le scénariste Jerry Siegel et le dessinateur Joe Shuster. Le succès est tel qu'à peine un an plus tard va apparaître Batman dans les pages de Detective Comics, et l'engouement démesuré du jeune public vis-à-vis de ces personnages va permettre aux deux égéries de la maison DC Comics d'obtenir leur propre série solo. Faut bien se dire que à ce moment-là, les ventes elles se comptent en millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, et que on n'a jamais revu ça depuis les années 40. La Seconde Guerre mondiale éclate pour les États-Unis le 7 décembre 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor, et forcément le pays va rentrer en guerre, et ça n'empêchera pas aux soldats, aux jeunes soldats américains, d'emporter avec eux leur magazine préféré, leur bande dessinée préférée, avec toujours des personnages comme Superman, comme Batman et comme le petit nouveau Captain America, édité lui par une maison concurrente à DC Comics et Timely Comics, donc qui publie Captain America, et Timely Comics qui deviendra plus tard Marvel. À la fin des années 40, avec la fin de la guerre, le genre super-héroïque va peu à peu s'essouffler, et on va voir apparaître sur le marché de nouveaux genres, des comic books de romance, des comic books horrifiques, des westerns. Et cette baisse d'intérêt du public pour les encapés va clairement marquer le début du déclin. Les ventes dégringolent littéralement, seuls les personnages les plus connus et les plus appréciés réussissent à survivre, des Superman, des Captain Marvel, des Batman. Et le coup de grâce au Golden Age du comic book de super-héros va être porté par un psychanalyste, le docteur Frédéric Wertham, un Allemand, qui va, au milieu des années 50, publier un brûlot qui s'appelle The Seduction of the Innocent, un constat opéré par sa personne, dont le but est de clairement nuire non seulement à l'image du super-héros, mais également à la bande dessinée américaine dans son ensemble, jugeant ce média comme étant trop violent, allant même jusqu'à pervertir l'esprit du jeune lectorat américain. Le livre va plutôt bien se vendre, et devant un tel affront, les maisons d'édition de bande dessinée, ils vont prendre le devant, et craignant une censure de la part de l'État américain directement vis-à-vis de leurs produits, ils vont s'auto-censurer, c'est la décision qu'ils vont prendre, afin de pouvoir continuer à publier leurs histoires. Et cette autocensure, elle va passer par un organisme qui s'appelle le Comic Code Authority, et qui va s'avérer extrêmement strict vis-à-vis des publications et vis-à-vis des histoires, interdisant énormément de choses, interdisant de mentionner la drogue, interdisant bien évidemment la nudité, interdisant la violence, les combats, interdisant les insultes, le langage grossier en général. Et donc dans ce contexte, forcément les artistes vont avoir beaucoup de mal à travailler, les histoires vont avoir énormément de mal à se développer normalement. Et donc, pendant 2 ans, de 1954, date de parution du livre de Wertham, jusqu'à 1956, le comic book super-héroïque va clairement tomber en désuétude.
En 1956, après avoir connu le creux de la vague, les super-héros reviennent sur le devant de la scène grâce notamment à l'arrivée d'un tout nouveau Flash qui succède à Jay Garrick dans le rôle. Après Clark Kent en tant que Superman pour inaugurer l'âge d'or quelques 20 ans plus tôt, c'est ici donc Barry Allen en tant que Flash qui va prendre le relais pour faire rentrer le monde des comic books dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'argent. Et chez DC, afin d'offrir de nouvelles perspectives aux lecteurs, afin de s'attirer un nouveau public, et on va décider de redéfinir les identités de certains personnages, les origin story même. Concernant Green Lantern, on va passer d'Alan Scott à Hal Jordan. Et en 1960, on va avoir une espèce de remake de quelque chose qui s'était déjà produit en 1940 avec le regroupement de plusieurs figures de proue et la création de la Justice League of America qui va donc succéder à la Justice Society of America de 1940. Et le fait de faire collaborer comme ça plusieurs héros au sein d'une même intrigue, ça va donner des idées au papa de la maison concurrente d'en face qui s'appelle Time Hill Comics mais qui est depuis devenu Marvel, Stan Lee, qui va donc créer dès 1961 en compagnie du dessinateur de légende Jack Kirby les Fantastic Four. Et suivront Hulk, suivront Spider-Man, suivront Thor, et la particularité des personnages inventés par Stan Lee pour Marvel Comics sera de leur attribuer des comportements et des backgrounds beaucoup plus humains, beaucoup plus réalistes finalement que les héros d'ici. Donc on va se retrouver avec des membres des 4 Fantastiques qui ont des soucis d'argent, avec un jeune Peter qui a du mal à s'intégrer au lycée. Enfin voilà, le but ça va être vraiment d'humaniser au maximum les personnages Marvel, à l'inverse des personnages d'ici qui sont clairement iconisés et déifiés. Certains héros Marvel seront carrément handicapés, d'autres seront exclus, rejetés de la société. Et petit à petit, alors que l'âge d'argent fait clairement la part belle aux histoires d'extraterrestres, aux histoires intergalactiques, à la science-fiction, aux robots, puisque tout ça c'est la mode à l'époque dans les années 60, on sent déjà qu'avec ces personnages, les personnages Marvel, on est en train de se diriger tranquillement, doucement mais sûrement, vers un nouvel âge beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, dans ce que vont nous présenter les comics. Bien évidemment, après l'or et l'argent, vient le bronze. Alors d'un côté, chez DC, on a dès le début des années 70, grâce à la prise en main du personnage par Dennis O'Neil et Neil Adams, un retour pour Batman aux sources, c'est-à-dire qu'on va refaire de Batman un personnage solitaire ne sortant que la nuit, là où dans les années 60 il était haut en couleur et presque humoristique. On va donc remettre un petit peu de sombre dans Batman. De l'autre côté, chez Marvel, on va pas hésiter à tuer la petite amie de Peter Parker, sauvagement, et Stan Lee ira même jusqu'à détourner le Comics Code Authority, qui est toujours en vigueur, cet organisme d'autocensure extrêmement virulent, en plaçant au cœur d'une histoire de Spider-Man le thème de la drogue, pourtant formellement interdit, mais dénonçant les ravages de la drogue, avertissant ainsi le jeune public grâce à cette histoire de Spider-Man. Stan Lee, il va tout simplement s'attirer les faveurs du public et des autorités en vigueur. Et dans le monde du comic book américain, on va être de plus en plus nombreux à détourner le Comics Code Authority, à ne plus vraiment le prendre en compte finalement. Et là, de part et d'autre, on va avoir droit à des histoires beaucoup plus adultes, beaucoup plus matures. On va parler de trafic de drogue, on va parler société, on va parler politique. La violence, la vraie, fait son grand retour dans le monde de la bande dessinée. Et à ce moment-là, pendant l'âge de bronze, donc à partir des années 70, milieu des années 70, clairement les comic books ne s'adressent plus aux enfants. Comme ça a toujours été le cas jusque-là. C'est-à-dire que le média a grandi avec son public finalement. Il est à noter d'ailleurs que chaque âge peut être représenté par les personnages qui ont été créés à cette époque. C'est-à-dire que pendant l'âge d'argent, qui était une époque très portée sur la SF, on a eu des personnages qui ont vu le jour comme Brainiac, comme le Gorilla Grodd ou comme Metallo par exemple. Alors que pendant l'âge de bronze, on aura des personnages un peu plus violents, un peu plus sombres également créés, comme Wolverine, comme Venom ou comme Punisher par exemple chez Marvel. En 1986 se fait l'entrée dans un nouvel âge, une ère que l'on appelle aujourd'hui l'âge sombre, une entrée qui va se faire par la sortie de 2 titres majeurs et emblématiques, les Watchmen d'Alan Moore et le Dark Knight Returns de Frank Miller. On est en 1986 donc. Alors pourquoi l'âge sombre ? Tout simplement parce que c'est une continuité de ce qui a déjà été initié dans l'âge de bronze,
c'est-à-dire on va aborder des thèmes beaucoup plus matures, on va utiliser de plus en plus de violence, les récits seront dans l'ensemble beaucoup moins optimistes que ce qu'ils ont été dans les années 40, les années 50 et les années 60. On va utiliser des contextes sociaux, des contextes géopolitiques également pour faire graviter les histoires autour. Le Comics Code Authority est toujours en vigueur, mais il sert carrément plus à rien puisque tout le monde le contourne. C'est une véritable mode des comic books pour adultes qui va naître et qui va être cristallisée chez DC Comics par le label Vertigo en 93, destiné à accueillir uniquement des récits d'horreur, des récits fantastiques, mais toujours très sombres, très brutaux. On pourrait également citer la création d'Image Comics en 92, maison d'édition créée par 7 artistes très connus du milieu qui en avaient un petit peu marre de voir leur création ne pas leur appartenir totalement, et qui ont donc fondé une maison concurrente à DC Comics et Marvel, qui étaient bien évidemment jusque-là les deux plus gros piliers du marché. Image Comics, donc une maison d'édition spécialisée clairement dans la publication de comics destinés aux adultes. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va finir par se passer en réalité ? Eh bien, les adultes qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de lire des comics vont peu à peu se lasser du marché, et marché qui ne trouvera pas non plus preneur chez les jeunes puisqu'il n'a pas grand chose à leur proposer à cette époque. Bref, les ventes vont dégringoler, le comics va connaître une toute nouvelle crise, on est dans le milieu des années 90. Les petites maisons d'édition ne survivront pas et même Marvel connaîtra une faillite sans précédent. Tout ça, ça va nous emmener jusqu'au tout début des années 2000 avec la sortie du film X-Men de Bryan Singer, qui va permettre de remettre sur le devant de la scène le genre super-héroïque au cinéma, qui était devenu désuet depuis les Batman de Joel Schumacher. Et le super-héros au cinéma va connaître de nouveaux moments de gloire, comme ce fut le cas pour le Superman de Christopher Reeves en 1979. Les films à plus ou moins gros budget vont se multiplier dans les salles. Certains feront clairement l'unanimité et on va retrouver donc un engouement pour les personnages de comic books de super-héros et un certain regain d'intérêt pour le papier également puisque ça va amener un nouveau public dans les librairies. Et je pense pour ma part que cette date, l'an 2000, avec la sortie du film X-Men de Bryan Singer, est pour moi le point de départ idéal et symbolique de ce qui est l'âge moderne des comics, âge qui est toujours en vigueur aujourd'hui en 2020. Il faut savoir que les âges, les différentes ères des comics ont été désignés et nommés toujours après coup. On se rendra compte qu'un âge équivaut toujours à peu près à une quinzaine d'années, et la logique voudrait que l'âge moderne ne soit plus du tout en vigueur finalement en 2020. Peut-être sommes-nous déjà passés à un nouvel âge du comic book ? Après tout, seul l'avenir nous le dira.